Merci Madame le maire. Tout va très bien, Madame la marquise. 8 pages d'autosatisfaction. Mais entrons un peu dans le détail. Après 20 ans de recul, nous commençons à voir ce que donne cette politique. On lit beaucoup de chiffres, on parle de quantité, mais qu'en est-il de la qualité, et notamment de la qualité de vie des habitants de nos quartiers? Vous commencez votre communication par les sans-domicile. Beaucoup d'efforts sont mis en avant sur les foyers, résidences sociales et autres pensions de famille, qui représentent donc au total près du quart de votre bilan en termes de logements produits. Mais nous en connaissons aussi les effets pervers. Je pense évidemment pour le 13e arrondissement à la rue du Chevaleret, qui voit des habitants des foyers errer dans les rues, des individus s'installer en masse sur les trottoirs et certains pratiquer des trafics illicites aux yeux des enfants. Les habitants du quartier n'en peuvent plus. Faut-il continuer à construire des foyers d'hébergement à Paris? Je m'interroge d'ailleurs sur la situation des habitants de ces foyers. Tous les travailleurs migrants travaillent-ils effectivement? Quel suivi social? Quel accompagnement dans l'intégration? Vous faites part d'une grande satisfaction de voir que 1000 ménages sans logement ont été relogés en 2019 dans le parc parisien. Mais est-il normal que des familles, 12 000 par an, qui travaillent à Paris, soient contraintes de quitter notre ville, alors que des ménages qui n'y travaillent pas y soient logés? Si vous voulez vraiment la ville du quart d'heure, il faut commencer par loger ceux qui travaillent à Paris. Vous avez lancé des appels à venir en France, mais nous ne pouvons pas loger le monde entier. L'exemple du pont de Bercy le démontre dramatiquement. Donc, concernant le logement des jeunes, vous affichez 6 300 logements réalisés entre 2014 et 2019. Donc là, j'aimerais seulement connaître la répartition entre résidences étudiantes et foyers jeunes travailleurs, puisque nous savons que ce n'est pas le même public. Venons-en maintenant au logement des familles, prétendue priorité. Vous annoncez donc plus de 40 000 logements produits, donc j'insiste sur ce terme. On mélange un peu tout pour gonfler le bilan, notant déjà que seuls 77% de ce chiffre concernent les logements familiaux. Ensuite, quelle est la proportion entre tous les leviers que vous évoquez? Il est évident qu'il n'y a rien de comparable entre la construction de logements neufs, la préemption de logements privés existants et le conventionnement de logements libres déjà existants eux aussi. La réalité est donc très en deçà des 40 000 affichés. Par ailleurs, vous parlez de rééquilibrage territorial, mais contrairement à ce qui est annoncé, il n'en est rien. Le dernier mandat a continué de construire massivement à l'Est, creusant encore les écarts, ou en tout cas ne les comblant pas. Le constat peut se démontrer en termes relatifs autant qu'en termes absolus. Cette réalité est très claire sur 20 ans. Depuis 2001, la proportion de logements sociaux a augmenté de 10 points dans le 13e et le 19e, ce qui est déjà considérable, mais en partant d'un nombre qui était déjà très élevé. La construction, la préemption, le conventionnement ont été massifs. Cette augmentation très forte et donc cette amplification du déséquilibre est également visible dans le 14e, plus 10 points, dans le 18e, plus 7 points, et jusqu'à une hausse de 11 points dans les 12e et 20e arrondissements. Dans le 13e et 19e, nous dépassons les 40%, ce qui est excessif, surtout quand on sait que le taux peut dépasser les 75% dans de nombreux quartiers. Cela conduit, Rachida Dati l'avait dit l'année dernière lors de la municipale, à des risques de ghettoisation dans certains secteurs de nos arrondissements. C'est le contraire de la mixité qui est la conséquence de cette politique. Beaucoup d'habitants déplorent la non-mixité dans les classes de leurs enfants et de plus en plus de familles quittent les écoles publiques pour mettre leurs enfants dans le privé. Beaucoup d'habitants âgés s'inquiètent des changements de population dans leurs immeubles. Les cultures ne sont pas les mêmes, les règlements intérieurs pas suffisamment connus et appliqués, la dégradation des conditions de vie souvent dénoncée. Des gens souffrent moralement dans nos quartiers. Et souvent, on cherche à les faire partir pour libérer les lieux.
les culpabilisant ou les pénalisant par les surloyers, suite à une politique de conventionnement imposée par la ville aux bailleurs sociaux et donc aux locataires d'immeubles anciennement à loyer libre. Pire, certains immeubles ne sont plus entretenus ou mal entretenus. Mais peut-être que cela est aussi dû à la situation financière difficile des bailleurs sociaux suite à la ponction des loyers capitalisés qui n'ont eu pour seule vocation que d'équilibrer de façon précaire votre budget de fonctionnement. J'en viens maintenant aux constructions nouvelles que vous mettez en avant. Parmi ces lieux emblématiques, j'en citerai un, la caserne de Reuilly dans le 12e. Le 12e n'était pourtant pas en manque de logement social, mais cette opération fut l'occasion d'en imposer 50% et aucun logement en accession à la propriété. Venons-en maintenant donc aux classes moyennes. Tout est axé dans cette communication sur la foncière de la ville de Paris. C'est donner une importance disproportionnée à cet organisme et au dispositif du bail réel solidaire qu'il porte, à moins que l'objectif ne soit que de pur affichage. En effet, à côté des chiffres dont on vient de parler, en milliers, il est question ici de seulement 23 logements. Il y a pourtant, vous l'avez dit, près de 3000 dossiers déposés pour Saint-Vincent-de-Paul, ce qui démontre que le besoin est énorme. Plus de 60% sont des demandes de T3, T4, très simples. Quand nous disons que les classes moyennes ne peuvent plus se loger à Paris, vous en faites ainsi la démonstration. Mais au-delà de ce constat, même si nous sommes d'accord sur le principe du BRS, nous devons reconnaître que ce dispositif est trompeur. Il ne répond pas à la nécessité d'un vrai parcours résidentiel, car une fois que le logement est acquis, il ne sera pas question, évidemment, d'en partir, puisque la revente ne permettra pas de réaliser une plus-value, c'est l'objectif d'ailleurs, et d'acquérir ainsi un autre logement. Le seul parcours résidentiel qu'il permet est en fait de libérer du logement social, car c'est ça l'objectif recherché dans les cotations. Le BRS se substitue en réalité à la part qui était réservée à la promotion privée. J'ai eu l'occasion de dénoncer ce subterfuge. Il ne s'agit pas d'une offre supplémentaire, mais d'un moyen de réduire encore davantage l'offre privée. Le même processus à l'œuvre depuis 20 ans devrait donc pour se poursuivre et s'amplifier la hausse des prix des vrais logements privés. Enfin, le processus de sélection des acquéreurs permet clairement de choisir un certain type de population. En effet, tout le monde n'est pas en recherche d'un habitat participatif, élément qui a été rajouté après coup, non évoqué lors de nos groupes de travail. Les candidats acquéreurs ont dû rédiger une lettre de motivation. Il est évident que cela permet de sélectionner autrement que sur des critères objectifs, une façon d'être, une façon de penser. Un petit mot enfin sur le projet de création d'une nouvelle foncière, cette fois du logement abordable. J'étais intervenu en juillet dernier sur votre communication très succincte, mais depuis, rien de nouveau. Comment cette foncière se mettra en place, sachant que nous voyons que vous aviez annoncé 20 milliards d'euros et que la ville de Paris a déjà du mal à faire démarrer et à financer la foncière existante. On peut douter de ce nouveau projet compte tenu des finances dégradées de la ville, comme nous l'avons vu. Hier, on reste donc dans un effet d'annonce. Il ne s'agit donc pas d'une communication sur le logement, mais d'une stratégie de communication sur le logement social. Cette politique est nocive, ne résout rien des problèmes existants et en crée de nouveaux, ce qui rend cette ville de plus en plus ingérable.